Nous avons donc appris ce week-end la disparition d'Edgar Morin, le sociologue et intellectuel français, est mort vendredi à 104 ans. Avec nous en direct dans ce studio, je l'ai dit, deux intellectuels qui ont bien connu Edgar Morin et qui ont écrit plusieurs livres avec lui. Sami Nahir, vous êtes philosophe et politologue, vous avez été proche dans votre carrière, notamment politique, de Jean-Pierre Chevènement. Vous avez coécrit avec Edgar Morin l'ouvrage Une politique de civilisation en 1997. Le titre est important dans son parcours. Patrick Viveret, vous êtes également philosophe, l'un des penseurs français de l'écologie moderne, et vous avez notamment publié avec Edgar Morin Comment vivre en temps de crise. C'était chez Bayard en 2010. Pour commencer, je vous propose d'écouter Edgar Morin. En 1999, c'était dans À voix nue sur France Culture. Je crois qu'il y a une hégémonie de ce mode de pensée qui réduit tout au calcul. Ça, c'est absolument incontestable, qui ne comprend pas les souffrances. Enfin, c'est le mode de pensée qui règne dans l'économie et dans la technique, et qui est une nouvelle forme de barbarie. Parce que c'est une barbarie qui naît dans notre civilisation et qui, aujourd'hui, coopère avec toutes les vieilles barbaries que nous connaissons. Ça, à mon avis, c'est la ligne de la nouvelle résistance, je crois. Mais c'est pour ça que le travail de réflexion et de pensée est menacé, mais il est menacé de l'intérieur et de l'extérieur. Il est menacé de l'intérieur parce qu'on vit dans un monde chronométré, précipité, le temps de la réflexion manque, il n'y a pas d'investissement réflexif en politique ou ailleurs, on est toujours au jour le jour et on est pris dans des planifications, des programmations, etc. Le temps de la réflexion manque totalement, ça c'est la menace intérieure. Et de l'extérieur, quand vous voyez par exemple la télévision, un débat vraiment argumenté est devenu quasi impossible. Parfois dans Arte, à une heure tardive de la nuit, il peut y avoir une heure de débat entre deux personnes. Mais moi je me rappelle quand même qu'il y avait un temps où je pouvais discuter pendant une heure avec quelqu'un. Bon, bien sûr aux heures tardives. Mais maintenant, effectivement, on veut du spectacle. Et en plus, sur le plan d'édition, le livre devient de plus en plus une marchandise vouée à un circuit extrêmement rapide. On l'envoie chez les libraires n'en veulent pas, ils leur envoient des tas de livres meurent aussitôt d'être nés. Les services de presse orientent les critiques vers certains livres supposés être des futurs best-sellers. Enfin, bref, il y a une machine anonyme, commerciale et mercantile qui se répand de plus en plus partout. Mais heureusement, il y a quand même des livres intéressants qui sortent dans tous les domaines, il y a des petites maisons d'édition, enfin, tout n'est pas perdu, mais tout est de plus en plus marginalisé. Toute civilisation, disons, a un socle de barbarie et de cruauté auquel il faut penser. Il y a à ce niveau-là. Mais je dirais que notre civilisation, qui s'est fondée sur la barbarie, sur la conquête, sur l'hégémonie, mais notre civilisation a quand même produit de l'intérieur une forme de barbarie qui est anonyme, qui est glacée, qui est froide, qui est celle de la technoscience et qui de plus en plus menace. J'aime beaucoup ce roman qui s'appelle Hyperion, cette saga de Dan Simmons, qui est une chose merveilleuse, qui se situe dans des millénaires futurs, mais le vrai problème, c'est que les intelligences artificielles sont devenues autonomes, et sans le savoir, elles possèdent les humains. Les humains sont contrôlés sans qu'ils sachent qu'ils sont contrôlés par ces intelligences artificielles, qui sont nées des ordinateurs et qui sont développées. Et c'est un peu le thème du film Matrix, c'est la même chose. On est déjà sous le contrôle des intelligences artificielles. Eh bien, c'est à peine métaphorique. Je veux dire que les intelligences artificielles sont à l'intérieur de l'esprit de tous nos technocrates et nos experts qui sont persuadés d'être autonomes alors qu'ils agissent avec la logique des machines artificielles. Et je pense que c'est ça aujourd'hui un des grands problèmes et un des grands défis. À l'instant, Edgar Morin, en 1999, interview très prémonitoire, puisqu'il y parle de technoscience et même d'intelligence artificielle, il y a plus de 27 ans. L'œuvre vie d'Edgar Morin est immense, nous ne pourrons pas tout retracer ce soir. Je vous propose de prendre peut-être quelques thèmes ensemble, Sami Nahir et Patrick Viveret, pour tenter de résumer le parcours et la pensée de ce chasseur des grands effets, chasseur des grandes causes, pour parler comme les poètes, Edgar Morin. Commençons peut-être sur le plan biographique par le résistant et le juif grec originaire de Salonique, Sami Nahir, juif très séculier. Juif grec, très séculier, mais aussi juif marane, c'est-à-dire que juif d'origine espagnole. Donc séfarade. Marane, oui, et il a toujours cherché donc à retrouver ses origines espagnoles. Toute son œuvre est traversée par l'Espagne.
En un mot, c'est assez simple définir cette position. Il a écrit un remarquable article que Patrick connaît sûrement très bien, qui a été publié dans Le Monde dans les années 80, 2000, je me souviens plus exactement, qui s'appelle Spinoza, substantif ou adjectif. Et c'est un article extraordinaire parce que c'était la manière qu'il avait lui-même de se définir. Je me définis comme un être humain, c'est mon substantif, c'est mon sujet, c'est moi comme sujet, et je me définis comme juif, mais c'est un adjectif qui, en aucune manière, ne saurait me faire oublier mon appartenance à l'humanité tout entière. Donc l'article s'appelle Juif, substantif ou adjectif. Et là, il y a déjà tout Edgar Morin. Il y a tout le problème de l'identité. Le problème de l'identité chez lui est relativement assez simple. Il y a l'universalité, mais l'universalité concrète, pas l'universalité abstraite, qui réside dans la rencontre du monde tel qu'il est, dans sa diversité, dans sa capacité créatrice, dans son imaginaire. Et puis, il y a non pas la particularité, car la particularité, c'est quelque chose qui nous différencie des autres, il y a la singularité. Et la singularité, c'est le fait que je m'accepte comme juif, comme j'accepte l'autre, comme protestant, ou comme je ne sais quoi. Patrick Vivray. Je trouve intéressant que entre l'intervention qu'on vient d'écouter d'Edgar et puis cette question que vient d'évoquer Samir, il y a un lien que je crois très important. Ce que a produit le calcul, c'est la chosification, la quantification, l'abandon du lien et l'abandon du sens. Et ce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre, y compris sous les formes de régression identitaire et religieuse, c'est qu'il y a une revanche nécessaire et du sens et du lien, mais sous une forme régressive. Et par exemple, le politico-religieux, on le voit, la façon dont ça se passe en Israël, qui devient un facteur disqualifiant du judaïsme lui-même. Le trumpisme est un facteur disqualifiant du christianisme, aussi bien du côté catholique qu'évangéliste. Poutine est un facteur disqualifiant de l'orthodoxie. Modi en Inde est un facteur disqualifiant de l'hindouisme. Évidemment, le djihadisme et les mollahs iraniens disqualifient l'islam, etc. Et donc, il faut à la fois sortir complètement de la logique de chosification du calcul, se tourner vers le sens et le lien, mais dans une perspective d'ouverture et non pas de régression identitaire. Alors, deuxième figure, le militant communiste, ensuite, qui est évincé du parti et qui rompt avec lui, et publiera finalement, ce qui n'est pas rien, son livre autocritique, Sami Nahir. Oui, un très grand livre. Et un livre, quand il est sorti, c'est important de le souligner, il y avait encore une très forte partie de l'intelligentsia de gauche française qui n'était pas du tout sur ses positions et qui lui est tombée dessus à bras raccourcis. Les communistes et les compagnons de route, oui, mais tous réunis. Tous, c'est un traître. C'est-à-dire, on vous l'avait bien dit, c'est un traître, c'est quelqu'un qui finalement n'a jamais été social-marxiste, il n'a jamais cru à ça. Et évidemment, il en profite pour aujourd'hui nous tirer dessus à boulet rouge. Le livre, de ce point de vue, a été un livre libérateur également pour énormément de gens. Parce que, y compris à l'intérieur du Parti communiste et d'intellectuels, se sont dit, mais c'est pas possible, on peut dire un certain nombre de choses. Et il l'a fait. Il faut dire qu'Edgar a été très influencé, même si on n'en voit pas directement les traces, mais je suppose que Patrick, si c'est le cas, pourra le dire, il a été très influencé par Merleau-Ponty. Merleau-Ponty avait déjà fait une critique absolument dévastatrice du Sartre et le bolchevisme et, comment dirais-je, du Ça lui avait coûté sa relation avec Sartre, d'ailleurs. Oui, absolument. Et donc, il arrivait sur cette poussée. Et son livre était prémonitoire. Parce que ça a libéré énormément d'intellectuels. Patrick Vivray, de ce point de vue, Edgar Morin, à ce moment-là, est proche du courant Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, c'est-à-dire l'aile non stalinienne de la gauche marxiste, qui donnera, ou qui est déjà, puisqu'il est antérieur, le groupe Socialisme ou Barbarie. Il va écrire avec eux, d'ailleurs, la brèche sur mai 68. Grand livre, oui.
Moi, en plus, je m'en souviens particulièrement parce que comme j'avais 20 ans en 68, j'étais à Nanterre et La Brèche a été pour nous un livre levier extraordinaire. Et puis, Mais sur autocritique, pour revenir au alors, communisme, sur autocritique, moi, tout me passionne d'autocritique, mais la posture en particulier d'Edgar. Hein, quand il dit je ne cherche pas tant à comprendre ceux qui m'ont trompé, mais comment moi-même je me suis trompé. C'est ça le cœur de la c'est ce que posture. fera François Furet bien plus tard dans Le Oui, passé d'une illusion. oui. Mais ça, c'est une invitation, parce qu'il le fait pour lui-même, mais c'est aussi ce que Ricoeur évoque quand il parle de penser contre soi-même. Ça, c'est quelque chose de profondément courageux et qui est transformateur. Hein. Dans un des forums sociaux mondiaux de Porto Alegre, Qu'il a défendu qu'il a beaucoup régulièrement. défendu, Oui. et on avait évoqué ce qu'on appelait l'axe TPTS, qui voulait dire transformation personnelle et transformation sociale doivent aller de pair. Et là, on est au cœur. Sami Nahir. Oui, tout à fait d'accord. Cette idée de penser contre soi-même est à l'origine et elle est, comment dirais-je, fondatrice de toutes les analyses qu'il fait dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est-à-dire que ce soit l'anthropologie, la littérature, l'histoire, n'importe quoi, il pense d'abord le sujet contre ses propres préjugés, contre lui-même. Et il essaye... Contre sa communauté aussi, contre sa son histoire. communauté, contre tout. Contre tout. Alors ça c'est une question importante. Par exemple, c'est quelqu'un qui a toujours pensé contre l'université, qui a toujours pensé à la marge de l'université. Il n'a jamais cherché à rentrer dans l'université comme une Rapport institution. problématique à l'institution universitaire. L'université... qui lui a fait payer, oui. Oui, qui lui a rendu, qui lui a bien rendu d'ailleurs, parce qu'ils ne l'ont jamais intégré dans l'université. Il était chercheur au CNRS, et c'est pas Edgar Morin n'était pas quelqu'un qu'on étudiait. Quand on parlait avec des anthropologues de l'université, ils disaient bon, son texte sur la mort, l'anthropologie de la mort, c'est pas de l'anthropologie, c'est de la littérature. Donc du coup, sa sociologie, par exemple la sociologie autour du temps présent, il le fait à l'extérieur. Exactement. Il a fait sortir la sociologie de la Sorbonne. C'est-à-dire que c'est le premier qui a pris la sociologie par le cou, puis il lui a dit, viens voir un peu ce qui se passe dehors. Dans la réalité, dans la vraie vie. Ouais. Et c'est ce qui lui a permis, à partir de là, il avait une extraordinaire sensibilité sur l'humeur du moment. C'est un sociologue de l'humeur, un sociologue du temps présent, en ce sens. Patrick Viveret, autre figure d'Edgar Morin, l'écologiste, et là ça vous touche évidemment de près, c'est des sujets qui vous concernent énormément, l'écologiste précoce. Oui, parce qu'il était aussi très en rapport avec Ivan Illich, qui a été aussi évidemment un grand précurseur, avec Jacques Ellul, avec André Gorz. Moi, je me souviens à l'époque de la revue transversale Sciences Culture, où il était très actif, en particulier sur ces questions d'intelligence artificielle, de révolution. On parlait plutôt de mutation informationnelle que de révolution numérique, mais la question écologique était très présente, et notamment à travers ces différentes figures, et un lien étroit entre l'écologie comme projet d'une autre économie, d'une autre politique, mais aussi d'un changement de posture. Lui qui parle beaucoup de la combustion amoureuse, la question de l'écologie amoureuse, par exemple, était très présente dans une façon différente de penser les rapports à autrui et au monde. Une petite anecdote, je me souviens avoir coordonné ici à France Culture un article sur les 100 penseurs clés de l'environnement, de l'écologie, et pour des raisons multiples, on avait oublié de citer Edgar Morin. L'article paraît à 6h30 du matin, à 7h, il appelle la directrice de France Culture pour dire « ils m'ont oublié », et bon, on l'a rajouté dans la matinée, mais c'était à la fois... il pensait sans doute que l'écologie avait été centrale dans son œuvre, et qu'on avait commis une erreur de ne pas le citer dans cette liste. Autre visage d'Edgar Morin, évidemment la théorie de la complexité, Sami Nahir. Oui, il a une très grosse œuvre là-dessus.
C'est une œuvre qu'il a commencée d'ailleurs dans les années 90 et qui se termine, très intéressant, qui se termine par une réflexion sur l'éthique. C'est pas hasard. C'est-à-dire que ce qu'il nous disait tout à l'heure est au centre de son travail. Il construit, si je puis dire, un corpus scientifique, mais c'est pas un corpus scientifique désincarné. C'est un corpus qui s'inscrit dans une certaine vision du monde, dans l'éthique. Sa théorie de la complexité, alors, disons que elle a posé problème. Elle a parfois été moquée même. Oui, C'est elle a tellement été complexe que finalement on ne peut plus agir parce que Oui, oui. c'est un peu ça l'impasse que certains ont vu dans son Tout à fait. travail. Ils n'ont pas compris la chose, car la théorie de la complexité d'Edgar, pour moi, je ne sais pas ce qu'en pensera Patrick, qui connaît bien son œuvre, c'est d'abord une grande méthodologie. C'est d'abord une grande méthodologie. D'ailleurs, il donne les catégories de cette méthodologie. Action, rétroaction, la complexité, comment ça marche, etc. C'est une méthode de travail. Et moi, je l'ai toujours comparé, des formations de philosophes, à la phénoménologie de l'esprit de Hegel. C'est-à-dire que quand Hegel essaye dans la phénoménologie de l'esprit de construire sa théorie de la conscience, c'est un processus extrêmement long et on passe par différents niveaux de savoir, différents niveaux de connaissance, et Edgar fait la même chose dans sa théorie de la complexité. Mais elle n'a pas été moquée simplement. Elle n'a pas été moquée sur ce plan-là. Elle a été moquée, et c'est d'ailleurs peut-être plus intéressant, sur un autre plan. Certains lui ont reproché d'avoir repris en réalité les thèses de Norbert Wiener, qui le premier en fait a touché ce problème après la Seconde Guerre mondiale. Et j'en ai parlé avec Edgar à plusieurs reprises. Et Edgar me disait oui, je suis parti de Norbert Wiener. C'est lui qui m'a mis sur cette piste. Et je suis parti de Hegel aussi. C'est lui qui m'a mis sur cette piste. Et on lui reprochait d'avoir, d'une certaine manière, vulgariser un peu, comment dirais-je, tous ces savoirs réunis. Mais c'est un reproche, à mon sens, qui ne tient pas, parce que Edgar était un encyclopédiste, et je le répète, la complexité, c'est la méthodologie, c'est pas une philosophie au sens propre. Patrick Vivray. Oui, et pour prolonger ce que dit Samir, souvent Edgar disait j'essaye de pousser le plus loin possible ma vision hegelienne, mais mon antidote, c'est Kierkegaard. C'est-à-dire que dans sa capacité à penser contre lui-même et à repérer les dérives, il y a cet élément qui est très, très important. Dans la complexité, moi, je trouve qu'il y a deux choses qui sont très importantes. D'une part, il rappelle que le sens, c'est-à-dire ce qui est tissé ensemble. Deuxièmement, la nécessité de comprendre ce qu'il y a dans la complexité et de lutter contre l'opacité. La question de la domination par l'opacité, moi j'ai beaucoup travaillé sur les questions économiques des marchés financiers. Vous avez un exemple superbe de la programmation de l'opacité. C'est l'ancien patron de la Banque centrale américaine qui interrogeait un jour à la suite d'une conférence de presse. Et le journaliste commence, question habituelle, Monsieur le Président, si je vous ai bien compris, et Alan Greenspan, à l'époque, l'arrête et lui dit « Si vous m'avez bien compris, c'est que je me suis mal exprimé. » Bon. Et ça résume tout. Quand on est au cœur de l'économie, et en particulier de l'économie financière, la construction de l'opacité comme système de domination est un élément clé. Et donc la complexité, c'est le contraire de l'opacité et le contraire du simplisme tout à la fois. La gauche, autre figure, la gauche selon Edgar Morin, Sami Nahir. Alors ça, c'est un vaste programme, parce qu'il a commencé... on pourrait faire l'émission complète là-dessus. Il a commencé très tôt, si je puis dire. C'est sa famille. C'est sa famille en tant que résistant, en tant qu'universaliste, en tant qu'homme de tolérance, en tant qu'homme des Lumières, c'est sa gauche, c'est sa famille. Mais c'est une famille avec laquelle il a eu énormément de problèmes parce que c'était un peu le fils, comment dirais-je, prodigue, enfin un peu le fils qui cassait la maison. C'est quelqu'un qui a été exclu assez rapidement du Parti communiste et cas tout à fait spécifique, il ne s'est jamais rallié
à quelque mouvement de gauche en particulier que ce soit. C'est-à-dire même s'il a été proche de François Mitterrand, oui, déjà non, pendant la Résistance, et puis par la suite, l'amitié est restée. l'amitié est restée, mais il ne partageait pas tout de François Mitterrand. Il était au contraire très critique. C'est quelqu'un qui, je dirais que si Edgar a été proche d'un homme politique en France, de deux hommes d'une certaine façon, je pense qu'il a été proche de Mendès France, je pense qu'il a été proche de Michel Rocard, je pense qu'il a été proche aussi de Edgar Pisani. Avec ces trois personnes, il partageait un certain nombre de choses, des gaullistes de gauche ou alors des socialistes comme Mendès France et Michel Rocard. Et si vous voulez, c'est quelqu'un qui avait par ailleurs un rapport au pouvoir. Alors ça, c'est peut-être le côté qu'il faut également mettre en évidence pour ne pas tomber dans la géographie. C'est-à-dire que Edgar est un intellectuel qui, en même temps, cherchait à agir sur la société, cherchait à agir sur le pouvoir. Et quand il pouvait rencontrer un président, quand il pouvait rencontrer un homme de pouvoir, il y allait. Il le faisait, oui. Mais je me souviens notamment dans les années 90, un grand dossier du Nouvel Obs qui présentait les intellectuels qui nourrissaient la gauche. Et en fait, après que Marx eût été, ainsi que Rousseau, un peu mis à la poubelle, en tout cas c'était à l'époque, je me souviens de ce numéro-là, disait Marx c'est fini, on avait mis Edgar Morin en avant comme étant celui qui le remplaçait avec Habermas et quelques autres. Donc c'était ça l'idée un peu des années 90. La gauche, selon Edgar Morin, Patrick Viveret, c'est aussi ses indignations, tout son rapport un peu à la Stéphane Hessel. Oui. Puis les forums sociaux, vous l'avez dit, cette espèce de gaieté divine dans la défense du peuple en marche ou en soulèvement. Oui, et son rapport avec Stéphane et puis le mouvement des indignés. Je citerai aussi son lien très étroit avec tout le courant de l'économie sociale et solidaire, des personnes comme Claude Alfondéry, dont il était Très proche, hein. très ami, et qui, Claude lui aussi, a dépassé les 100 ans. Moi, ce qui me frappe dans le rapport d'Edgar à la gauche au sens large, en y incluant l'écologie, c'est un rapport qui est exigeant et qui, en même temps, quand la gauche redevient elle-même, il est au rendez-vous, il est contributeur. Par exemple, quand Michel Rocard se retrouve en responsabilité au Parti socialiste, En 1988. voilà, et lance une grande opération de rénovation, etc., qui demande à Edgar d'introduire ces espèces d'assises, Edgar est là. Les états généraux de l'écologie politique, même chose. Donc, il est présent dans tous les rendez-vous. Il n'a pas du tout une espèce de posture d'extériorité. Mais c'est une posture exigeante, c'est-à-dire, il n'est là que pour autant qu'on parle de l'essentiel. Si, Bon. il est à la marge. Il est à la marge. Il y a une formule d'ailleurs qui est très très bien, à partir de ce qu'on a écouté tout à l'heure d'Edgar, qui définit parfaitement cette histoire, n'est-ce pas, de l'essence. Il dit, mais je voudrais toujours de cette formule, au lieu de faire que l'essentiel soit urgent, on a fait que l'urgent soit essentiel. Ça le définit parfaitement. C'est-à-dire que on est dans le temps rétréci et on oublie évidemment l'essentiel. Et effectivement, en politique, il rentrait chaque fois qu'il y avait quelque chose d'essentiel. Il y allait. Sinon... Et j'ajouterais un élément qui est lié beaucoup au parti de l'Eros, c'est son attention à la qualité relationnelle et à l'exigence d'esprit de fraternité. Oui. Et ce qui plombe en particulier la gauche, c'est qu'à partir du moment où elle perd sa promesse de fraternité, elle est ou dans la liberté ou dans l'égalité, mais ça marche plus. Eh ben oui, et à ce moment-là, il n'y a plus de promesse d'avenir. Et donc toute la question de ce qu'il appelait l'humanisme à régénérer, c'était évidemment pas un humanisme occidental ou un humanisme de posture anti-écologique. Cet humanisme régénéré, il a besoin de l'éros et de l'esprit de fraternité. Avec nous ce soir, je l'ai dit, Daniel Ball, président du Crédit Mutuel, Sophie Gourmelin, président du groupe EBRA, pour deux figures du mutualisme. Edgar Morin, un mot peut-être Clairement, ça vient d'être rappelé que sans doute qu'il a inspiré très largement ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire.
Je me souviens d'Edgar Morin comme ayant été quelqu'un qui a toujours mis en avant une économie qui ne peut pas être dissociée de l'humain, qui ne peut pas être dissociée du social et de l'environnement. Et là, nous nous reconnaissons bien dans cette orientation, dans notre organisation coopérative et mutualiste, qui est là à la fois pour apporter des réponses à nos sociétaires, mais également à la société. Puis aussi cette formule où il y a l'économie de marché dans la société de marché, formule célèbre de Jospin, recitée d'ailleurs par Clinton et par beaucoup d'autres, ça aurait pu être du Edgar Morin. Oui, certainement. Et nous sommes une organisation coopérative et mutualiste, mais nous savons que nous avons à agir dans le cadre de l'économie du marché. On ne remet pas ça en cause. Sophie Gourmelin. Moi, je dirais que face à la désinformation, aux algorithmes, à l'IA, défendre la complexité plutôt que la simplification, ça me semble être une bonne position et je pense que c'est ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. Et on a besoin d'avoir davantage de discernement aujourd'hui, d'apporter davantage de clés de lecture et de compréhension sur les faits et peut-être de produire un peu moins d'informations à la va-vite. Emmanuel Paquette. Oui, moi, j'avais une petite question sur les technologies parce que je le voyais régulièrement sur Twitter. Donc, à plus de 100 ans, quelqu'un qui tweet, c'est quand même pas... On n'en voit pas tous les jours, si je puis me permettre. Et quand j'ai relu une ancienne interview de lui dans Le Point, il disait qu'il était équipé d'un ordinateur dès 1984, qu'il s'est mis sur Twitter quasiment au démarrage de Twitter, qu'il avait un profil Facebook. Alors, je sais bien qu'il y a plein de centenaires aujourd'hui qui peuvent avoir cette fibre technique ou technologique, mais c'est vrai qu'on sentait que c'était quelqu'un qui voulait garder la connexion avec l'esprit de son temps, l'esprit de la société. Il disait même que tweeter en 140 signes, pour un philosophe qui, normalement, a besoin de temps, d'espace... Et d'une thèse de 600 pages. Voilà, exactement. C'était un bon exercice. Exactement. Il disait, j'aime beaucoup, ça m'oblige à me contraindre à des formes donner des éléments en 140 signes. Amin Nahir. Je voulais savoir comment vous aviez vu ça, en fait. Oui, non, mais moi, ça me paraît, disons, assez normal dans l'état d'esprit qui était celui d'Edgar. C'est quelqu'un qui, comment dirais-je, analysait les courants profonds des sociétés. C'est pas quelqu'un qui parlait simplement à partir d'éléments. C'était les courants profonds. Et c'est quelqu'un qui a compris très tôt le pouvoir absolument extraordinaire de la technologie. L'extrait que nous avons écouté là est prémonitoire parce qu'il y est déjà question de l'intelligence artificielle à la fin des années 90. Donc c'est quelqu'un qui connaît, qui sent, et il ne pouvait pas manquer, comment dirais-je, la technologie. Je me souviendrai toujours, moi, d'une discussion que j'ai eue avec lui sur cette histoire. Nous étions ensemble à Naples. On nous avait invités, etc. Et il était venu avec déjà un ordinateur. Je lui dis, mais que tu peux... C'est quoi cette chose? Oui, Vous étiez étonné. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Comment vous qui n'en avez peut-être toujours pas, non, presque. Je lui dis, comment tu fais? Il me dit, mais ça, c'est rien. Il faut que je te parle de la souris. La souris, tu comprends? La souris, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah, c'était Edgar. Des erreurs d'analyse, pour conclure. Alors, on a évoqué les aspects positifs. D'ailleurs, j'aurais dû citer le yéyé, les masses médias, évidemment, La Rumeur d'Orléans, tous ces livres importants. Mais est-ce que vous voyez des erreurs d'analyse pour ne pas être ce soir uniquement dans la géographie, Patrick Vivray? Moi, dans mon ressenti à moi, je n'ai pas le sentiment d'erreur d'analyse. Ce qui je vois parfois, c'est que Edgar est tellement dans la lucidité et le repérage des éléments contraires de dialogie qu'à certains moments, il pouvait être envahi par le découragement. Il y avait de quoi être découragé. Et moi, je pense que là, l'entraide, et notamment l'entraide amicale, était très, très importante. Parce que, justement, retrouver l'énergie créatrice, ça suppose aussi qu'il y ait une proximité. On retrouve aussi Merleau-Ponty, d'ailleurs, sur le plan théorique. Et moi, je sais qu'il y a eu des moments où je sentais Edgar proche du découragement et où c'était beaucoup l'amitié qui l'aidait à surmonter ces... Sami Nahir, pour conclure, des erreurs d'analyse. Oui, erreurs d'analyse, non mais moi, le dernier exemple, c'est très intéressant. Je partirais d'un mot que vient de prononcer Patrick, découragement. C'est en ce sens-là. Le dernier découragement que je l'ai entendu évoquer avec moi au téléphone, la dernière fois, c'était sur l'Europe. Edgar était profondément européiste,
était profondément pour l'Europe. Mais Ce qui n'est pas votre cas. Hein? Non, moi je suis aussi pour l'Europe, mais moi je fais partie de ces gens qui dès le début ont critiqué l'orientation néolibérale. Voilà, je suis anti, je suis pas contre le libéralisme, je suis contre le néolibéralisme. Il y a une grande différence. Et Edgar me disait, jamais j'aurais cru qu'on en arrive là. Jamais j'aurais cru qu'on arrive à mettre en place une machine qui s'est autonomisée par rapport à notre projet européen et qui nous impose par le haut ces grandes orientations. Et donc, c'est une grande faiblesse de son livre sur l'Europe, parce que c'est un livre sans contenu social. C'est un livre très philosophique, il n'y a pas de contenu social. Et je crois qu'Edgar était très malheureux, découragé face à ce qu'est devenu l'Europe. Je pointerai pour ma part plusieurs, disons, erreurs à mon sens d'analyse. D'abord son échec à comprendre, on ne sera peut-être pas d'accord, la guerre en ex-Yougoslavie où ses textes ont été très très critiqués, hein, notamment donnant l'impression qu'il défendait, bien que ce n'était pas le cas, en fait il rêvait d'une grande Yougoslavie qui était en train de se qui se cassait en bout et il défendait finalement paradoxalement la Serbie et donc celle de Est-ce que je peux Milosevic. interrompre justement Mais je sais qu'on est en désaccord sur ça. Non, on n'est pas en désaccord. Non, mais un problème biographique, tout simplement. Edgar avait des amis dans tous les camps en Yougoslavie. Il avait des amis chez les Serbes, il avait des amis chez les Croates, il avait des amis, et de grands amis avec lesquels il a fait des tas de choses. Et moi, je l'ai vu à cette époque-là, il était malade de cette Il y avait la polémique avec Finkielkraut, les articles qu'on a vus. Il était absolument malade. Il disait ils ne comprennent pas la Yougoslavie. Les gens qui mais sauf qu'elle n'existait plus, elle était en train de mourir. Et il n'a pas vu, comme d'ailleurs François Mitterrand à ce moment-là, d'où la tension avec. Je pense qu'il n'est pas très loin de penser ça. Je pense qu'il n'était pas loin de penser ça de l'Ukraine aussi. Oui, alors d'où autre erreur, son texte malhabile, disons, sur l'Ukraine, qui ici encore trouvait finalement des excuses dans ce contexte global à la Russie. Et puis sur l'islam aussi. Son amitié avec Tariq Ramadan, qui lui a été beaucoup reproché, grand prêcheur des frères musulmans, et puis une tribune malheureuse intitulée Israël-Palestine, le cancer, co-signée avec vous d'ailleurs, Sami Nahir, et puis Daniel Sanlav dans Le Monde, et qui lui vaut une condamnation pour diffamation raciale, décision annulée finalement par la suite par la Cour de cassation. Voilà un peu les idées on voulait avoir ce soir. Un mot pour conclure, peut-être, Patrick Vivray, sur Edgar Morin, qui est disparu ce week-end. Justement, il est disparu physiquement, mais on voit à quel point il continue à être vivant sous une autre forme. Hein. C'est le cas de toutes les grandes figures. Hein. C'est le cas de Rosa Luxembourg, c'est le cas de Jean Jaurès, c'est le cas de Stéphane Hessel dont on parlait. Et pour moi, ça sera le cas d'Edgar. Et c'est presque une chance avec, par exemple, les différentes émissions que l'on entend actuellement. On prend le temps d'écouter beaucoup de jeunes. Moi, j'ai vu des jeunes qui, pour la première fois, rentraient en contact avec Edgar. Et ça, je trouve que c'est une vraie source d'espérance. Un dernier mot, Sami Nahir. Je partage tout à fait cela. C'est une pensée, pour moi, d'avenir. C'est une pensée pour l'avenir, c'est une pensée des Lumières. Et moi, je crois que nous traversons une période de régression énorme. Malheureusement, nous ne savons pas ce qui nous attend avec les forces obscures qui sont en train de sortir et qui peuvent nous faire beaucoup de mal. Les lumières sombres. Oui, mais je pense que son œuvre permettra aux jeunes générations d'aller plus loin. Il suffit simplement que vous autres qui êtes dans les médias fassiez le travail pour que les gens puissent accéder également à ce nom, à Edgar Morin. Voilà. Sami Nahir, vous êtes philosophe et politologue. Vous avez coécrit avec Edgar Morin l'ouvrage Une politique de civilisation, titre magnifique, en 1997. Patrick Vivray, également philosophe, l'un des penseurs français. L'écologie moderne, vous avez notamment publié avec Edgar Morin Comment vivre en temps de crise chez Bayard en 2010. Merci à tous les deux d'être venus ce soir en direct au pied levé, si je peux dire. Guillaume Erner reviendra demain matin dans les matins de France Culture sur le parcours et l'œuvre d'Edgar Morin. Et il recevra pour en parler le socio-anthropologue Jean Foyer ainsi que l'historien des idées François Doss. Tout ça donc sur France Culture.